Comme tu le sais, je pars à la retraite, je dirais active, à la fin du mois de janvier 2023. Avant de partir, il est de tradition de laisser un message. J'ai passé une vie de travail pratiquement dans la même entreprise, même si quelquefois elle a changé de nom. Un parcours professionnel en 2 phases principales. La première, je suis rentré en 1980 avec un BTS mécanique en poche, mention relations humaines, en tant que préparateur mécanique au sein du département spatial de Thomson CSF. En 1984, suite au transfert à Toulouse de l'activité, j'ai rejoint TDH d'abord au bureau d'études, service modification, puis projeteur mécanique où je dessinais de très grands clistrons à l'échelle 1 sur des feuilles de calque de plusieurs mètres de long. Ensuite, à la cellule technologique du service clistron, puis au sein des process production et ensuite d'études, au service d'été technologie et enfin à l'Académie du Tube. En parallèle, j'ai occupé un demi-poste de RH spécialisé compétences jusqu'à la création de l'Académie du Tube. À la fin de ma carrière, finalement, j'ai eu l'opportunité d'occuper un poste que j'ai contribué à créer. Pas mal. La seconde s'est déroulée en parallèle de la première dans les années 2000, où je me suis senti le devoir de transmettre à mon tour. Elle s'est imposée à moi. J'ai pris conscience de l'étendue des connaissances et je me suis engagé dans cette voie. Il n'y a pas d'autre mot. Quelques faits marquants. Une progression de carrière allant du niveau de technicien à celui d'ingénieur expert. Le dépôt d'environ 20 brevets, comme les anneaux de Rashid pour refroidir les gyrotrons, la fenêtre précontrainte pour le tube Bakou par exemple. La participation au développement de plus de 100 éléments sur près de 35 ans. Des prestations d'expertise auprès d'autres entités Thales, Toulouse, Châtellerault, Cannes, Vendôme, Gennevilliers, le siège d'AVS, sans compter Thonon, Moiran et Ulm. Mes principales périodes d'apprentissage ont été tout d'abord avec mon père braseur qui a été André Jaillet. Il m'a enseigné et a développé mes compétences de conception de brasage et d'assemblage ultra-vide et hyperfréquence. Puis, en fonction des affaires, des amis physiciens, physiciennes, ingénieurs, techniciens, techniciennes, monteurs, monteuses, tous passionnés par leur métier, m'ont développé le sens physique avec les doigts. Enfin, Martine Néron, RH, et Jean-Luc Berger m'ont permis de développer les formations internes, je dirais, fondamentales. Le tube, la formation de formateurs au poste de travail, le vide, les fondamentaux de la production sont surtout dispensés à Thonon, et finalement le brasage. Je les remercie chacune. Je n'oublie pas le Tai Chi Chuan et la recherche sur le livre de la voix, le Tao Te Ching, qu'avec un ami, nous avons passé 10 années à traduire. De l'efficience de la voix. D'ailleurs, je ne peux que conseiller la pratique d'une activité physique régulière et non traumatisante pour se maintenir à minima en bonne santé. Bref, des rencontres et des difficultés à surmonter, où le sens du travail technique bien fait et de la rigueur, et je dirais la rudesse de l'apprentissage, allait de pair avec le développement croissant de tubes et de cavités et autres jouets hyperfréquences. Ce sont les réflexions qui vont avec ce parcours que je souhaite partager. Les compétences. Ce mot m'a développé une vision particulière. La compréhension de la réalité multiple, je dirais complexe de l'entreprise. Combien de temps pour nettoyer 3 kilos de Saint-Jacques ? À la réponse et à la pratique du vendeur,
Je sais tout de suite s'il est à l'aise, donc compétent. Mais décrire cette compétence, connaître les affres de l'apprentissage, les détails du tour de main, la dextérité, l'efficacité, l'efficience, c'est tout autre chose. Les compétences revêtent deux aspects complètement imbriqués et subtilement dissociables, la capacité à et leur description, autrement dit le quoi et le comment. La possibilité d'apprécier le résultat d'une compétence semble si simple et paraît se mesurer si facilement. Mais ce n'est pas le cas. Un peu comme la poutre dans mon œil et la paille dans l'œil du voisin, que je sais si bien décrire. C'est banal. En tentant de cerner le sujet, d'en aborder les différents aspects, sans jugement, juste pour partager, et peut-être de prendre conscience que ce n'est pas si simple, et que nous y sommes tous embarqués à tort ou à raison, et que cela a un impact sur nos vies quotidiennes, bien plus qu'il n'y paraît au premier abord, quel que soit le type d'entreprise. C'est qu'il s'agit de se maintenir en bonne santé, car en définitive, le travail fait partie intégrante de nos vies. Mais il y a une dimension sombre, coercitive, qui tente de gérer et de moduler les aspects de la production et qui a un impact négatif sur l'apprentissage et notre capacité à produire efficacement. L'organisation gestionnaire. Face à cela, il reste le collectif et la prise de conscience qu'il est temps de prendre en main sa propre formation. En 40 ans, c'est un lieu commun de dire que la vie a changé. Mais de quelle manière ? Le bouleversement informatique a donné l'impression de raccourcir, voire de supprimer l'espace d'apprentissage par ce biais qu'est l'immédiateté. Le sentiment de pouvoir communiquer avec tout le monde, quel que soit l'endroit où je me trouve, d'apprendre facilement, sans effort, presque en jouant, nous donne le sentiment que tout est facile et la connaissance hyper accessible, comme les tutos vidéo pour décrire le remplacement d'une vie de téléphone portable. Ramener ce cadre de référence dans l'entreprise au quotidien revient à sous-estimer les connaissances de l'environnement de travail nécessaires pour réaliser une activité avec efficacité. Revenons à la base. Une vie d'apprentissage. Qu'est-ce qu'apprendre ? Quand je viens de réussir le permis de conduire, je suis apte à utiliser un véhicule pour me déplacer dans un certain environnement. Je ne sais pas conduire. Seulement déplacer un véhicule et encore. Je me suis retrouvé avec un véhicule de location où j'ai mis 30 minutes avant de pouvoir 1. Le démarrer, 2. Desserrer le frein à main électrique, 3. Allumer les lumières, et je ne parle pas du siège et autres rétroviseurs. Conduire à Paris ou en montagne nécessite également un type de comportement adapté à l'environnement. Le temps, la signalisation. Si je pars à l'étranger, par exemple en Angleterre, je suis déjà un peu plus en difficulté. Si je vais au Japon, je ne pourrais tout simplement pas conduire. En plus des savoirs théoriques et pratiques indispensables en fonction des domaines, nous avons donc besoin de connaître l'environnement et le produit. En définitive, le référentiel d'action et le pourquoi faire. L'ensemble forme une compétence, être capable de. Apprendre, en définitive, c'est être capable de réaliser une activité avec une capacité de réussite proche de 100%. Je suppose que quand chacun conduit, il ne passe pas des heures à réfléchir sur le comment faire. Le cerveau humain a cette capacité d'oubli chère au philosophe ancien qui est Chuang Tzu. Oublier pour agir efficacement. Et c'est là que je parle du Tai Chi Chuan.
Évidemment, la nature corporelle est inconsciente. On parle même de gestes naturels. Mais en fait, rien n'est plus faux. L'humain est le résultat d'un apprentissage. Dès nos plus tendres années, nous avons chacun exploré le monde pour réaliser une chose fondamentale, faire des liens entre la réalité et sa représentation. D'ailleurs, certains philosophes ont ironisé sur ce thème. Le problème n'est pas la réalité, mais sa mauvaise interprétation. Épictète. Le corps humain est un système complexe, c'est-à-dire constitué d'éléments simples en interrelation, dont les gestes appris ne tendent qu'à une seule chose, faire simple et efficace pour éviter de surcharger le cerveau. Je ne sais pas si tu te rappelles tes premiers déplacements dans notre usine. Comme tout te paraissait incompréhensible sans compter le dédale des couloirs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Donc la problématique n'est pas uniquement l'apprentissage d'une technique, d'un ensemble de compétences, mais c'est ma capacité à interpréter le réel correctement qui va induire une capacité d'adaptation plus efficace. Par contre, nous ne sommes pas nécessairement aidés par nos habitudes. L'interrogation est la suivante. Quand je ne sais pas que je ne sais pas, ai-je la sensation de ne pas savoir ? Eh bien, étrangement, non. Il s'agit de l'effet Dunning-Kruger. Bien que je sois incompétent, j'éprouve une grande confiance en moi-même, car tout sujet inconnu m'est révélé par le prisme que cela doit être facile à faire. Ainsi, quand je vois un jongleur, un trapéziste, voire un pratiquant de Tai Chi Chuan réaliser une figure, l'impression de fluidité du mouvement, de justesse est telle que cela semble immédiatement facile. Pourtant, à la réflexion, l'expérience devrait nous permettre de nous dire qu'il y a une telle différence de niveau entre un néophyte et un expert, c'est-à-dire des années de travail, d'échecs et d'expériences accumulées, que leur pratique n'est absolument pas comparable et que les questions du novice passent souvent complètement à côté du sujet. Et pourtant, combien ai-je vu de personnes, notamment de l'encadrement, venir en salle de montage ou au niveau des essais et s'arrêter à une vision primaire de l'opérateur. Celle d'une personne en blouse qui passe sa journée à la même place avec un salaire bien inférieur au sien, donc qui est nécessairement moins compétent que lui. Qu'est-ce que je vois quand je n'y connais rien ? Des personnes en habit de travail, des couleurs, des meubles, des gestes, et c'est à peu près tout. Juger quelqu'un sur sa capacité à dire bonjour et en déduire son aptitude à tenir son poste est juste un raccourci insupportable. Et pourtant, il faut vraiment s'en défendre au quotidien pour éviter de tels travers. Je n'en sois pas plus qu'un autre exempt, et c'est notre difficulté. Car nous avons besoin de nous sentir en sécurité en faisant comme si on savait. Et cela se fait d'une manière complètement inconsciente. C'est ce qui a fait dire à un directeur industriel, lors de son mot de départ, le nombre incroyable de personnes qui pensent avoir raison. Le drame dans tout cela, c'est que le choc de la prise de conscience, que finalement je ne sais pas, peut être vécu comme une vraie souffrance. Il s'agit d'une perte de confiance en soi et de la nécessité de consacrer du temps et de l'énergie pour apprendre. L'expert est celui qui est capable d'identifier parmi tous les paramètres possibles ceux qui sont pertinents et de les mettre en interrelation avec la problématique posée. L'expert, par suite d'un long processus d'accumulation d'expériences, de résolution de problèmes et de recherche personnelle, peut anticiper d'une manière pertinente tous les éléments à mettre en œuvre pour réussir. Il doit faire attention
lors de ses interventions, à amener la prise de conscience sans dévaloriser la personne qui doit se former. Une vie de travail, qu'est-ce que le travail ? D'après le psychanalyste du travail Christophe Desjours, c'est la capacité à rencontrer le réel et à le tordre pour en faire quelque chose. Il y a deux voies, soit l'abrutissement, soit l'émancipation ou l'émerveillement. Lacan disait « le réel, c'est quand on se cogne ». Si les mouvements ou les activités au sens large sont répétitives, n'ont aucun sens, et que la quantité prime sur la qualité, alors c'est la souffrance au travail. L'art du travail, c'est précisément de s'émerveiller. Régler un tube, réussir l'assemblage d'un tube complexe, apporter une pièce au four, conserver les pièces non oxydées le plus longtemps possible, livrer la pièce en temps et en heure au bon endroit, fédérer une équipe et sortir un nouveau produit au beau coût dans les bonnes quantités, tout cela est l'art du travail bien fait et cela est respectable. Nous agissons individuellement à une réussite collective. Nous fabriquons des tubes et autres systèmes complexes où la technicité a du sens et est du surcroît absolument nécessaire. La quête de sens au centre de l'apprentissage et du travail. Quand je suis rentré dans l'entreprise, le sens était technique. Il fallait fabriquer une charge utile de satellite ou fabriquer un tube, dont l'application restait souvent confuse, pour ne pas dire obscure. Ce n'était donc pas nécessairement mieux avant. Aujourd'hui, quel est le sens de l'entreprise ? Nous sommes passés de la période où l'entreprise devait faire du profit à aujourd'hui où il faut enrichir l'actionnaire. Posons-nous un peu. C'est évidemment bizarre comme approche, surtout pour une entreprise comme la nôtre, dont la moitié des produits sont faits pour le service au public. Réaliser des télécommunications, faire des systèmes d'armes, faire des sources pour la science, voire pour le médical. Ce détournement du profit vers quelques-uns a un impact, celui du temps court. Tous les 3 mois, il faut le faire plaisir, c'est-à-dire, comme à l'école, avoir des bonnes notes et en l'occurrence faire le chiffre annoncé tous les 3 mois. La tendance est grande de produire sans tenir compte du réel, de prendre la prévision pour la réalité, parce que je suis le chef et que je suis dans l'obligation de réaliser les chiffres attendus. J'ai donc nécessairement raison. Alors j'ai oublié de préciser. Pour apprendre, il faut réaliser quelque chose et le comparer aux critères établis par le cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire effectuer une évaluation et en mesurer les écarts. Apprendre, c'est précisément être capable, à partir d'un écart, un aléa, de revenir sur le droit chemin. Les critères sont là pour nous permettre d'apprécier le résultat obtenu au regard des exigences produits afin que celui-ci fonctionne correctement. Si le seul objectif est de fermer le produit, sans tenir compte des retours clients, des remarques des opérateurs compétents qui cherchent le travail bien fait, là se crée la perte de compétences. En effet, la dévalorisation du travail engendre du désintérêt pour la chose fabriquée, un désengagement des tâches et de la souffrance. À terme, la compétence se perd. Dans cette logique paradoxale, ce sont les meilleurs qui souffrent les premiers, car ils sont les seuls à être capables de voir ce qui se passe littéralement devant leurs yeux, et cela n'est pas nécessairement explicité et explicitable, car le discours officiel dit exactement le contraire de ce que la réalité objective nous montre chaque jour à celui qui œuvre pour le produit et qui bien souvent ne le comprend pas.
Car arrive un moment où le produit issu de la réalité vraie finit par ne pas fonctionner. Et aucun des écrans de mesure n'est capable de savoir quelle en est la cause racine. Dans certains cas les plus graves, les tubes sont tout simplement mis en déchet sans que personne ne le sache, pense-t-on. Il est donc impossible d'apprendre de ces erreurs, et donc les erreurs vont se multiplier. La seule voie possible est d'identifier les erreurs et d'y remédier au bon niveau avec les personnes du métier pour qu'elles apprennent de leurs erreurs. De la transmission, les vieux partent avec leur savoir. Bien sûr, et c'est même une règle. Plus je transmets, plus je suis capable d'expliquer et d'exprimer d'une manière aisée ma connaissance et mon expérience, voire mon expertise. Personnellement, j'en ai fait le cœur de mon apprentissage. Transmettre est complètement opposé à l'idée de remplir un verre en vidant un autre. Les deux remplissent chacun le leur, l'un en confrontant et en ajustant son modèle explicatif, l'apprenant, l'autre en simplifiant et en synthétisant, l'enseignant. C'est exceptionnellement riche pour chacun. Cependant, encore faut-il que la compétence soit reconnue et que du temps leur soit accordé pour que les anciens puissent partager leurs connaissances et aient envie de le faire avant de partir. La nécessaire gestion des compétences. L'envie est grande, et je l'ai partagée, de manager les compétences, c'est-à-dire de décrire les activités par le prisme de la gestion de l'apprentissage pour assurer la polyvalence. Le Lean permet, dans une version simpliste, de produire ce dont le client a besoin en juste quantité au bon moment. C'est exactement le contraire de la conception de faire les produits en fonction de la disponibilité des compétences au jour donné. Évidemment, comme bien souvent, la vérité ou la réalité est quelque part entre ces deux extrêmes. Le système de formation à mettre en place est aux antipodes et nécessite une réflexion approfondie. En fait, le Lean est un système complexe d'apprentissage par le stop and fix qui permet d'éviter de produire des déchets. Nous y reviendrons un peu plus loin. Ainsi, savons-nous prendre quelqu'un de l'extérieur et, en lui faisant lire les fiches d'instruction, en faire instantanément un monteur, un régleur, un fraiseur, bref, un opérateur. Cette idée, bien que séduisante, se heurte à la réalité de la complexité de l'apprentissage de la compétence. Le statut de belle-mère, on peut se demander pourquoi, ne suffit pas à en faire une monteuse de tubes en un clin d'œil, comme s'amusait à le décrire un certain directeur de production. L'idée, tout aussi séduisante, de remplacer poste à poste en fonction des compétences décrites, néglige les deux pans fondamentaux de la compétence, la connaissance de l'environnement et du produit. Cela a fait long feu de prendre un coiffeur, une hôtesse de l'air, pour en faire un mécanicien, une mécanicienne, de montage de tubes à l'atelier scientifique sur des produits hétéroclites en mode unitaire. Rechercher une personne qui est capable de plonger de 50 mètres pour remplacer le plongeur en titre au pied levé, est-ce vraiment la meilleure solution ? Dans certains ateliers de montage top, l'enquillage est l'opération la plus critique qui nécessite un long apprentissage. Vouloir remplacer directement la personne qui réalise l'enquillage, c'est comme vouloir trouver le fameux plongeur en lui demandant de monter à 50 mètres en lui précisant que tout va bien se passer. Non seulement l'enquillage sera inévitablement mal réalisé, mais la personne qui aura été poussée du haut des 50 mètres sortira meurtrie de cette expérience. Et ses capacités souvent perdues pour l'entreprise. Sans parler de la souffrance de l'équipe de formation qui est tenue à l'impossible. Enfin, nous pourrions déplorer la dévalorisation générale dans la société française des métiers dits manuels, vers lesquels les jeunes sont souvent orientés par l'échec. Alors, compte tenu du contexte, et même avec une structure telle que l'Académie du tube,
il y a des ratés dans la transmission des connaissances. Mettre en place la formation au cœur de la production nécessite une prise de conscience sur le système à mettre en place en termes de formateurs et de contenu. Finalement, des fabrications multi-unitaires artisanales couplées à un manque d'accueil en salle ne permettent pas la prise en compte des besoins de production. Pourtant, la transmission entre les générations doit se faire pour permettre l'évolution et le maintien de nos savoir-faire. Rappelons-nous que nous fabriquons encore certains produits comme on les réalisait il y a 40 ans. Vers une nouvelle offre de formation inspirée par l'entreprise apprenante. Comme nous l'avons vu, les compétences possèdent plusieurs aspects dont le premier est l'environnement. Il faudrait commencer par apprendre le système documentaire, les comportements appropriés pour manipuler des pièces propres, connaître les principales méthodes d'assemblage et les exigences requises. Tout cela serait appris sur le poste de travail école pour n'importe quel type de montage ou d'habillage. L'idée est de faire des parcours d'intégration et d'apprentissage qui permettent d'apprendre l'environnement, le produit et les opérations de base et de faire de la détection de talent. Faire progresser les personnes en fonction de leur aptitude et de leur goût en développant l'apprentissage de type compagnonnage. Mettre en place un réseau de formateurs spécialisés dans la transmission des éléments fondamentaux de la production. Cela peut être créé à partir d'un atelier ou d'un groupe d'ateliers, d'une APRU afin d'optimiser le temps de formation de base pour ensuite les intégrer dans des ateliers de production en fonction des besoins. Mais dans l'atelier de production, la participation à la fabrication doit être graduelle et encadrée par d'autres formateurs capables d'accompagner les apprenants ou les apprenantes sur les activités de chaque poste de travail. Le remplacement des anciens par les nouveaux doit se faire naturellement, en prônant non pas le dernier arrivé, mais en demandant à celui qui a la compétence la plus proche de le remplacer. C'est en quelque sorte une évolution des compétences prise d'une manière globale, afin qu'au niveau de chaque atelier, au moins une personne sache toujours faire. L'atelier fonctionne en mode apprentissage continu, pour tout le monde. Ainsi est garanti le maintien des compétences, à minima, et l'atelier devient le modèle pour développer l'expertise. En outre, dans certains ateliers, il est possible de définir des sous-ensembles types qui permettent de définir des parcours de formation par topologie de sous-ensembles. Notamment, il est possible de détecter les aptitudes afin d'orienter les personnes vers les différentes activités proposées par l'atelier et ainsi d'anticiper les départs et les à-coups de production quand le système de formation intra-atelier est opérationnel. Mais tout repose sur l'accueil des nouvelles personnes pour permettre un apprentissage en douceur et laisser le temps de l'acquisition des compétences. Permettre à chacun et à chacune d'apprendre les règles de fonctionnement de l'entreprise, les procédures, les produits et au passage détecter les aptitudes, j'appelle cela le sas d'accueil. Bien sûr, dans certains cas, le niveau demandé sera au-delà des possibilités de l'apprenant qui ne pourra pas de ce fait rester au poste initialement envisagé. Enfin, pour garantir la qualité des produits, la mise en place des stop and fix, ici tenir, est pour moi l'assurance d'une entreprise qui va vers l'amélioration continue. Bien sûr, leur mise en place est difficile, mais il faut choisir les sujets abordables au départ pour pouvoir les résoudre plus facilement de manière à acquérir une certaine méthodologie avec l'ensemble des compétences techniques disponibles, notamment des supports techniques au sens large. Le fait de vouloir analyser sans avoir le moindre constat, la moindre mesure ne permet en aucun cas de trouver la solution adéquate. Finalement, la voie, c'est l'apprentissage permanent. Cela passe par la volonté d'apprendre de tout à chacun, de s'investir, y compris dans la technique,
afin de prendre les bonnes décisions à son niveau. Bref, je dois prendre mes responsabilités en tant que sachant quand je sais que je sais. Dès qu'un produit ne fonctionne pas, n'est pas fabriqué correctement, une affaire est en retard, etc., s'arrêter, retrouver les exigences, s'interroger sur les causes racines et faire des constats pour apprendre et ne pas refaire les mêmes erreurs, partager, travailler le collectif. Sortir de la concurrence mortifère qui génère des vedettes seules et toutes puissantes, n'ayant pas nécessairement toujours raison. Le danger, c'est d'arrêter d'apprendre et de se contenter des explications simplistes et faciles. Se rappeler que la compétence est silencieuse. Quand quelqu'un la possède, les choses semblent se faire facilement sans effort. Quand plus personne ne la possède, les choses se passent mal, les délais ne sont pas respectés et les produits sont difficiles, voire impossibles à fabriquer. Mais le risque, c'est que trop peu de personnes soient à même de savoir que plus personne ne sait. Alors, je vous laisse prendre le relais de ces réflexions, fruits d'une vie de création, d'expérience, d'écoute et de partage. Continuez à inventer, à perfectionner et à produire les tubes de demain. Je vous souhaite de belles réussites et la satisfaction individuelle et collective qui va avec. Merci pour ton écoute. Je continue mon chemin d'apprentissage dans le Tai Chi Chuan et dans le brasage. Peut-être t'y rencontrerai-je. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Amicalement. Philippe.